On ouvre la première partie de ce 21-23, je vous le disais dans les titres et dans le sommaire. Depuis 2 jours maintenant, on vous parle de cette nouvelle donne mondiale. Et bien ce soir, on avait envie de confronter les points de vue de nos politiques français face encore une fois à cette nouvelle donne, notamment américaine. Que peut faire la France, que doit faire l'Europe? On va donc en parler avec nos invités. Bonsoir Fabienne Keller. Bonsoir. Vous êtes députée européenne Renew, Renaissance. À vos côtés, Aurélien Taché, bonsoir. Vous êtes député LFI du Val d'Oise. Vous êtes aussi membre de la Commission des Affaires étrangères. Et puis Alexandre Nicolic, bonsoir. Bonsoir. Député européen RN et également porte-parole du Rassemblement national. Alors, notamment, on va partir, le point de départ, on a vu ce qui s'est passé au Venezuela. On va en parler aussi évidemment tous les quatre. Mais plus proche de nous, ce qui nous intéresse et ce qui monte ces dernières heures, c'est le Groenland. Je dis plus proche de nous parce qu'on rappelle que c'est un territoire de la couronne du Danemark. Et le Danemark, c'est l'OTAN et c'est l'Union européenne, même si formellement le Groenland ne fait pas partie de l'UE. En tout cas, regardez les menaces de Donald Trump. Elles n'ont cessé de monter encore ces dernières heures. Sybille de Barthez nous rappelle les dernières déclarations de ce Groenland au cœur de la bataille et on en débat juste après. Le compte à rebours est en marche. Donald Trump a promis de s'occuper du Groenland d'ici à 17 jours. Et toutes les options sont envisagées. Soit racheter le territoire ou envoyer l'armée, comme l'a redit hier soir la porte-parole de la Maison-Blanche. L'armée américaine est toujours une option à la disposition du commandant en chef. Depuis son premier mandat, Donald Trump n'a jamais caché son intérêt pour cette île arctique rattachée au Danemark depuis 1721. En mars dernier, symbole de cette pression américaine, le vice-président américain J.D. Vance s'était rendu au Groenland sans y être invité. Après le Venezuela, les habitants de l'île craignent une possible annexion par les États-Unis. Il veut du pouvoir sur le Groenland, il veut le Groenland, donc j'ai peur que s'il le veut vraiment, il va l'annexer. J'espère vraiment que nous pourrons nous serrer les coudes en Europe. Donald Trump justifie ses ambitions par les présences russes et chinoises dans l'océan Arctique. Le Groenland regorge surtout de terres rares, des métaux très stratégiques, peu exploités. Le territoire a reçu le soutien officiel de plusieurs États européens, dont la France. Il n'y a pas, pour moi, de scénario où les États-Unis d'Amérique seraient mis dans une situation de violer la souveraineté danoise. Cela n'existe pas. Si cela devait arriver, c'est un autre monde. Le chef de la diplomatie danoise et son homologue groenlandais demandent au plus vite une rencontre avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio pour tenter de dissiper certains malentendus. Emmanuel Macron qui dit donc, on l'a entendu, si cela devait arriver, ce serait un autre monde. Alors, ça fait 2 jours qu'on en parle à vos places. On a eu quantité d'analyses, de géopolitologues, de spécialistes du Groenland. Tout le monde s'accorde à dire, généralement quand même, que Donald Trump, et on le répète depuis des jours sur ce plateau, Donald Trump, c'est pas forcément que le chaos ou n'importe quoi. Donald Trump, il a un plan, il a un agenda, il le déroule, et souvent, il arrive à ses fins. Qu'est-ce qui se passe, effectivement, si on entre dans cet autre monde et si, d'une manière ou d'une autre, avec un achat forcé ou une intervention militaire, si Donald Trump acquiert, récupère le Groenland, qu'est-ce que ça veut dire, Fabienne Keller? Qu'est-ce qu'on fait en tant que Français et en tant qu'Européens? Alors, l'Europe a déjà réagi hier de manière unie, ce qui est assez remarquable, tout de suite, fortement et ensemble. Madame von der Leyen, Emmanuel Macron, le chancelier allemand ont réagi d'un commun accord et ont parlé justement du point évoqué par Donald Trump, que vous venez de rappeler. La question de la sécurité de l'Arctique. Cet espace qui pourrait bientôt, à cause de la fonte du cercle polaire, être traversé, devenir une des routes principales dans le monde, permettant des circulations qui n'existent pas aujourd'hui, bloquées par la banquise. Il y a l'enjeu des ressources également, qui appartiennent aux habitants du Groenland. Et les habitants sont clairement membres, se sentent faisant partie de l'Europe. Le Premier ministre, élu en mars dernier, est venu en octobre faire une visite officielle au Parlement européen où il a affirmé son appartenance à l'Europe. Donc l'Europe le défend et il affirme politiquement, alors il y a des débats sur leur statut précis, ils dépendent par leur cour constitutionnelle, par leur attachement au royaume du Danemark, mais ils ont une forme d'indépendance. Certains la comparent à celle de la Nouvelle-Calédonie pour la France, en
termes d'années de On lien. reviendra d'ailleurs sur cette analogie parce qu'elle est assez pertinente. Mais elle est très pertinente. Nouvelle-Calédonie, Voilà, donc c'est un territoire qui est assez loin géographiquement du Danemark, mais qui se sent politiquement comme appartenant à l'Union européenne. Donc ça, c'est très, très important et je pense qu'il faut rappeler cette déclaration du Premier ministre. Rappeler aussi qu'Emmanuel Macron y est allé en juin pour montrer la solidarité de la France. Je pense, enfin moi je fais une proposition, c'est que les dirigeants européens aillent ensemble à la rencontre du peuple du Groenland pour montrer que c'est un territoire pleinement européen et où les chefs d'État, s'ils sont invités bien sûr, se sentent pleinement accueillis. Alors, on poursuit la discussion, réaction de tous les deux. Là, voilà, il y a des déclarations, unité, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Donald Trump, encore une fois, soit achète forcé, il propose 1 million, 2 millions à chaque Groenlandais, ils sont 57 000, donc c'est possible, ou il envoie des soldats américains, il plante un drapeau américain, c'est le 51e État. Qu'est-ce que la France, qu'est-ce que l'Europe doit faire, Aurélien Taché, et puis Alexandre Nicole. Bon, d'abord, malheureusement, ça va arriver. La stratégie de sécurité nationale américaine, tout est écrit dedans. Tout est dedans. Ça a été publié début décembre. Le Venezuela y était. Les pays qui sont ciblés par Vance et Trump, malheureusement, sont aussi aujourd'hui dans une situation de grand danger. Je pense à Cuba, la Colombie, je pense au Mexique. Il faut se rappeler que dès sa réélection, Donald Trump avait menacé un certain nombre de pays. Il avait déjà parlé du Groenland en 2019, mais il l'a redit dès qu'il est arrivé. Il avait parlé aussi du Canada, rappelons-nous. D'ailleurs, nous avons été en novembre dernier avec Jean-Luc Mélenchon à Montréal à l'époque, parce que tout le monde se moquait un peu de nous. Mais enfin, Trump ne va pas envers le Canada. Pour redire, c'était le moins qu'on puisse faire. Notre solidarité à nos amis québécois et aux Canadiens en disant « nous refusons cet ordre imposé par Trump ». Maintenant, une fois qu'on a dit ça, malheureusement, on ne va pas pouvoir certainement faire grand-chose sur le plan militaire si M. Trump décide de s'approprier le Groenland. Donc il faut prendre le problème un petit peu à l'envers. Nous, ce que nous proposons à la France Insoumise, et nous l'avons dit, mais je crois que peut-être nous allons pouvoir devenir plus audibles que par le passé sur ces questions, c'est qu'il faut tout simplement changer complètement de stratégie internationale et de défense. Et la première chose, c'est de remettre en cause le pacte de l'OTAN. Comment peut-on continuer à être dans une alliance militaire avec quelqu'un qui va envahir un des territoires qui appartient à un des pays membres de cette alliance. Et ensuite, alors, cela dit, tout le monde l'a dit, si les États-Unis annexent le Groenland, le temps vole en éclats. Très bien. La question Et réglée. donc, anticipons-le un petit peu. Je dis très bien parce que moi, je ne crois plus en l'OTAN depuis longtemps, si tant est que j'y ai jamais cru. Et ensuite, il faut regarder effectivement quelles alliances nous pouvons passer. Quels sont finalement les pays qui refuse ce nouvel ordre impérial imposé par Trump. On a vu que sur la question du Venezuela, vous avez dit qu'on en parlerait après, mais par exemple, l'Espagne et un certain nombre de pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale essentiellement, la France n'a pas suivi à mon grand regret, on fait une déclaration commune pour dire qu'elle refusait cette situation. Nous devons avancer dans cette direction avec le maximum de pays. La France a encore quand même, par exemple dans le monde francophone, un certain nombre d'alliés avec lesquels elle peut discuter, en Afrique, au Moyen-Orient, ailleurs. Je pense qu'il faut parler aux Chinois. Oui, il faut parler aux Chinois, ce n'est pas un gros mot. Aujourd'hui, ce sont les seuls qui essayent de continuer à défendre une forme d'ordre international dans les grandes puissances et de multilatéralisme. Ils n'ont pas la méthode brutale des Américains. On peut leur reprocher autre chose. On peut leur reprocher autre chose. Mais encore une fois, Taïwan, on pourrait faire un débat sur Taïwan, mais Taïwan, jusqu'à preuve du contraire, l'ONU reconnaît que Taïwan appartient à la Chine. Donc effectivement, il faut qu'on réfléchisse à tout cela et véritablement, il y a urgence à changer de braquet. Et moi, j'entends ce que dit Fabienne Keller à l'instant sur l'unité des dirigeants européens, mais en même temps, quand on voit un petit peu ce que la dirigeante de la politique étrangère, Madame Callas, a dit immédiatement quand il y a eu finalement l'enlèvement de M. Maduro au Venezuela, on ne peut pas être rassuré par le fait qu'effectivement les autorités européennes aient une réelle volonté de s'opposer ou de rompre avec Trump. Moi, je n'y crois pas une seconde. Donc il faut que les Français prennent le lead. Vous parliez de Kaja Kallas, qui est, on va dire, l'équivalent, pour faire comprendre à un de ses spectateurs, l'équivalent de la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Alexandre Nicolic. Non mais en fait, quand je vous écoute depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas qu'on est aujourd'hui dans un temps avec des empires belliqueux. Le retour des empires qui pensent évidemment à leurs intérêts et qui sont agressifs. On le voit là avec Donald Trump, avec ses déclarations par rapport au Groenland, mais
dire juste à la Russie ce n'est pas bien si vous envahissez l'Ukraine, ce n'est pas suffisant pour les empêcher d'envahir l'Ukraine. Dire à la Chine n'envahissez pas Taïwan, ce n'est pas suffisant, et s'ils n'envahissent pas Taïwan, c'est uniquement parce qu'ils ont la crainte des États-Unis. Donc aujourd'hui, on est dans ce... Non, mais moi je parle de ça. Oui. On est dans ce monde de rapports de force omniprésent. Je pourrais citer la Turquie qui soutient des islamistes ou autres. On a beau leur dire de ne pas le faire, ils le font. Et Donald Trump, il suit aujourd'hui la doctrine et il le revendique de son empire. C'est la doctrine Monroe, la doctrine Monroe qu'on évoque en décembre. Non, mais ça, c'est ce qui a été évoqué récemment. Mais il suit la doctrine Monroe initiale. Et si on suit la doctrine Monroe initiale, je rappelle, 1823, donc pour s'opposer à toute intervention européenne sur l'hémisphère occidental, c'est-à-dire en réalité toute l'Amérique, mais du Groenland à l'Amérique du Sud, voilà, revendiqué encore une fois par Roosevelt en 1904. Et on voit un nouveau corollaire avec Donald Trump qui est encore plus agressif. Et donc aujourd'hui, c'est le Groenland. Mais demain, ça peut être la Guyane française, qui pourrait très bien être menacée si on suit la doctrine Monroe, avec ou la Nouvelle-Calédonie, les États-Unis disent non, c'est pas une mission occidentale. Ça va être le Pacifique, il y a des richesses, précisément. Et si on suit sa doctrine jusqu'au bout, mais vous savez, en Guyane, vous avez l'or, vous avez le coltan qui est aujourd'hui qui amène même à une guerre au Congo. Et donc on fait quoi Donc on fait quoi si Donald Trump là arrive au Groenland? Ce que je dis, c'est peut-être que le début des dominos. Dire juste on n'est pas d'accord, on va soutenir, mais ce n'est pas suffisant. Tous ces empires aujourd'hui ne comprennent qu'une chose, le rapport de force militaire, le rapport de force économique et l'opposition très claire. Donc il ne suffit pas juste de dire on va changer de monde, il faut dire clairement, si vous remettez en cause la souveraineté aujourd'hui d'un territoire européen, vous vous exposez à aujourd'hui des représailles très concrètes, équivalentes, et représenter un rapport de force militaire. Aujourd'hui, vous savez, nous, ça fait des années qu'on le dit, qu'il faut également en France, on ait un budget de la défense qui nous permette de se faire entendre. On dit 3% du PIB depuis un moment. On est à peu près aujourd'hui à 2,1% par rapport aux États-Unis qui ont en plus un PIB beaucoup plus important, et eux, ils sont à 3,4%. On le dit sur la recherche, si on veut exister, par exemple. Aujourd'hui, c'est pareil. En France, vous avez un budget de la recherche à 2,2%. Bien inférieur à ce qu'il peut y avoir dans d'autres pays, aux États-Unis. Et en fait, on a abandonné totalement cette idée de puissance. Quand vous avez ce plan Trump, quand vous avez le plan de l'Inde 2047 de puissance, quand vous avez le plan de la Chine 2049, nous on a quoi ? On a le plan ETS, le pacte vert, des plans européens pour essayer de contraindre nos entreprises, pour essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, et justement qui vont nous conduire. Là, vous voulez en venir quoi ? Il faut un plan français pour continuer, on est déjà en plein dedans, mais continuer à augmenter nos capacités de défense, de recherche, ou est-ce qu'il faut un plan européen ? Mais il faut les deux. En fait, il faut à la fois un plan européen, un plan français, pour qu'on puisse compter. Il faut que les nations européennes se réarment déjà psychologiquement, qu'on arrête d'être des agneaux impuissants en se disant, juste en étant dans une posture en disant c'est pas bien, on va se faire entendre. Ça ne marche pas comme ça. Quand un agneau impuissant dit à un loup ne me mange pas, et ça ne marche pas. Mais alors, donc là, tous les trois, vous êtes tous d'accord sur le fait de dire... Monsieur Nicolic, c'est quand même assez surprenant de vous entendre parler du besoin d'une France et d'une Europe puissance, alors que vous votez contre les décisions, par exemple, de travailler en coalition pour protéger l'Ukraine. Vous vous cachez quand vos alliés du Fidesz hongrois, je rappelle que vous formez un groupe principalement avec votre délégation, le Rassemblement national français, et le Fidesz de M. Orban, refusaient de voter tous les textes relatifs aux sanctions contre la Russie, les textes relatifs à la mobilisation financière pour soutenir l'Ukraine, à la mobilisation en termes d'armement, le plan qui mérite d'être poursuivi, bien sûr, qui doit être développé, mais des fonds européens qui vont venir en soutien des investissements nationaux, parce qu'effectivement, la défense européenne a besoin d'être renforcée. Donc déjà, sur notre flanc russe, vous êtes une France et une Europe. Vous reprezentez une France et une Europe affaiblies par les stratégies, les stratégies de refus de soutien toute l'Europe que vous portez. Aurélien Taché, vous donnerez votre avis. Mais vous pouvez lire vos fiches, je vous réponds précisément sur chaque. Nous sommes dans un monde où vous êtes planqué au Parlement. Vous ne votez pas. Monsieur Bardella regarde ses pieds
quand on prend des décisions concernant l'agression en Ukraine Mais parce que et les vous n'êtes, questions encore de une fois, mais c'est ce que je vous dis. sanctions. Il faut le dire aux Français. Mais ça marche. Enfin, vous que savez, vous ne participez Zelensky pas. va parler à Trump Je pour termine. négocier. Je ne L'Europe vous ai pas n'existe pas. interrompu. Votre Europe, elle Je n'existe ne vous pas. ai pas Fabien Keller interrompu. termine et vous Quand la répondez, coalition des volontaires hier a réussi, 35 pays, tous les pays européens, à l'exception notable de la Hongrie, le Royaume-Uni, le Canada, se mettent ensemble, et d'ailleurs des représentants américains viennent, parce qu'ils sont conscients que quelque chose est en train de se construire qui peut dessiner une paix sur le front entre la Russie et l'Ukraine. Ils se mettent d'accord sur les forces militaires qui seront mobilisées pour aller vers une paix durable, la paix pour l'Ukraine, mais la paix aussi avec des garanties de sécurité pour toute l'Europe. Ça, c'est l'Europe qui avance. Ça, c'est l'Europe qui travaille. C'est l'Europe qui travaille avec ses méthodes démocratiques, c'est-à-dire la négociation, les compromis et la prise en compte des opinions de tous les pays européens, mais fédérés dans cette volonté. Alexandra, vous répondez et après vous Aurélien avez dit Taché. qu'on s'opposait justement à des moyens mis pour la défense protéger l'Ukraine. En Europe. Absolument. Alors non, mais sur l'Ukraine, je vais vous répondre après sur l'Ukraine. Mais juste ça, je vais être très précis. Et vous vous planquez. Je vais être très précis. Il y avait une exception pour les missiles balistiques, on s'y est opposé, on a dit, on avait déposé des amendements. Du détail. Alexandra, Nicoli, vous voulez 80% de production européenne. Eh bien, ça contenait que 65%, et comme nos amendements ne sont pas passés, on s'y opposait parce que justement c'est très important de produire en France parce qu'on représente. Vous trouvez une virgule qui manque et c'est un motif pour vous opposer. Nous, vous savez, ça fait des années justement qu'on dit qu'il fallait beaucoup plus s'armer militairement et être en capacité de représenter une force. Mais attendez, vous votez contre quand on décide de le faire. Juste une réaction, s'il vous plaît, pour bien comprendre. Non, mais pour bien comprendre votre position. Parce que je voudrais répondre sur l'Ukraine. Oui, non, mais je pense que ça va vous permettre de répondre. Mais je voudrais bien comprendre ce que vous nous proposez. Vous nous proposez donc d'aller finalement prendre les armes de l'adversaire et donc d'aller défier les États-Unis ou la Russie sur le plan militaire. C'est ce que vous nous dites. Vous nous dites si le Groenland est envahi, il faut que les Américains sachent qu'ils s'exposent à des représailles militaires. C'est ça que vous dites. Bon, eh bien, écoutez, on est bien parti. Ils le feront. Moi, franchement, ils le feront parce qu'on ne représente pas cette force. Mais le meilleur moyen d'avoir la paix, plaisantez. c'est justement de représenter une force. C'est la faiblesse qui amène à la guerre. Et c'est la faiblesse qui amène à termine rapidement mon propos et je vous laisse réagir, mais pour bien comprendre votre option stratégique. Moi, je ne crois pas, malheureusement, que l'Europe va être en capacité d'avoir une fameuse autonomie stratégique ou autre, puisqu'effectivement, je suis d'accord avec vous sur ce point, elle achète 80% de son armement aux États-Unis. Exactement. Pire que ça, j'ai parlé de l'OTAN tout à l'heure, on nous a demandé de monter notre tribut, moi j'appelle ça un tribut, Monsieur Trump a exigé un tribut de nous, de 5% effectivement de notre part de défense. Donc moi, si c'est pour augmenter le budget de 5% de la défense française pour aller acheter au complexe militaro-industriel américain, ça ne m'intéresse pas parce que ça renforce encore une fois les États-unis. Alors l'Europe est en train de se mobiliser, au-delà de ça, bien sûr, produire et acheter un peu plus européen. Oui, d'accord, mais enfin bon, au-delà de ça, effectivement, il faut renforcer un certain nombre de capacités de défense de la France parce qu'il faut être en capacité de faire face aux défis de défense du 21e siècle, en termes de cyber, en termes de... Aujourd'hui, on va pouvoir avoir des hôpitaux qui s'arrêtent de fonctionner, des feux rouges qui passent au vert, avec des attaques cyber ou autres. Il y a tout un tas d'investissements à faire, peut-être plus qu'un deuxième porte-avions d'ailleurs. Mais ça n'est pas ça le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que si on laisse ce monde de la force advenir, on est fichu. La seule chance qu'on a, nous, Français, Européens, gens qui défendons une autre vision du monde et qui pendant longtemps a été quand même quelque chose qui a été attractif pour le reste du monde entier, c'est de reprendre nos valeurs et nos principes avec force et d'essayer de voir quelles sont les puissances qui sont prêtes à s'y allier. La défense du droit international, la question de la sortie des énergies fossiles, parce que je vous ai entendu, la première phrase que vous avez dit, sortir du pacte vert, etc. Oui, vous avez raison, continuons à être dépendants du pétrole et du gaz que Trump va vendre à tout le monde. Il va aller chercher tout le pétrole et le gaz qu'il y a dans le monde pour justement faire de nous ses vassaux encore plus. Alors que d'autres puissances, j'ai parlé de la Chine, d'autres pays, Afrique du Sud, Brésil, ailleurs, voient les choses différemment. Et si la France retrouvait véritablement cette grande voix qu'elle a eue pendant des décennies sur la défense du droit international, sur une coopération entre les peuples, sur une défense de la paix, vous verrez que le rapport de force peut s'inverser. Si vous pensez, vous, que l'armée française, vous allez faire peur à l'armée de Poutine ou à l'armée de Trump, vous vous trompez lourdement. Et je vous dis juste quelque chose et vous réagissez tous les trois là-dessus. Alors, pour pas parler forcément d'armée française, puisque tout le monde sera d'accord sur ce plateau que c'est pas l'armée française, même si ses budgets augmentent, qui sera en capacité de lutter soit évidemment contre les États-Unis, mais même contre les autres menaces du monde, la Chine ou la Russie, même si on a beaucoup dit sur ce plateau que la Russie, on la surévalue depuis longtemps. La preuve, ça fait 4 ans qu'elle piétine en Ukraine. En revanche, si l'Europe, vous l'appelez de vos voeux, enfin, si on veut avoir une capacité militaire de dissuasion, je ne parle pas là du nucléaire, on va y venir au nucléaire,
hier, on a parlé sur ce plateau de quelque chose de très intéressant. On a fait des calculs. On s'est demandé ce qui se passerait si les États-Unis font voler l'OTAN en éclats, annexent le Groenland. Il n'y a plus d'OTAN. Est-ce que si l'Europe fait un OTAN, sachant que la Turquie est dans l'OTAN, mais on oublie, si l'Europe fait son OTAN à elle, une Europe de la défense, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait 1,5 million de soldats. C'est largement autant que l'armée russe et ce n'est pas la même qualité des effectifs. Et c'est entre 5 et 600 milliards d'euros de budget annuel militaire. C'est-à-dire c'est la deuxième puissance militaire de la planète, derrière les États-Unis, mais bien devant la Chine. Donc là, on a une Europe, c'est ce que vous dites, militaire très forte. Sauf que j'ai l'impression que le Rassemblement national n'a jamais appelé à une union. S'il y a une union militaire, il y a forcément plus d'union politique. Est-ce que c'est ça ce que le Rassemblement national appelle de ses vœux ? S'il n'y a plus de défense française, il n'y a plus de France. Oui, mais la défense française seule ne sera pas capable de gérer les menaces du monde. Ce que je vous disais, il faut évidemment des ententes entre nations européennes, avec des puissances militaires des nations européennes qui représentent collectivement une force. C'est différent de se dire qu'on abandonne une défense nationale. Et ça veut dire qu'il y a plus d'intégration politique quand même. Ce qui m'inquiète, c'est parce qu'on parle des budgets, du nombre d'hommes ou autre. On le voit là sur le conflit ukrainien, où il y a l'intervention des drones, par exemple. On avait vu d'abord ça en Arménie avec le conflit au Karabakh, mais on le voit en Ukraine, où les drones ont pris une place très importante. Des drones à la fois aériens, évidemment, mais aussi même des drones terrestres qui, aujourd'hui, pallient presque parfois les hommes. C'est ça, aujourd'hui, la guerre de demain. Et face à ces enjeux-là, on a un retard considérable avec un manque de vision. Et moi, quand j'entends, je suis désolé, mais le chef d'état-major que le camp macroniste a soutenu en disant que des jeunes Français vont mourir, alors que je le pense vraiment, chef d'état-major dans les 10 ans, si on a une vision, la guerre, elle est avant tout technologique et elle n'est pas sur l'envoi de jeunes à mourir. Et non seulement ça fait peur, mais en plus, c'est un manque de vision et d'anticipation sur les enjeux militaires de demain. Et je vais juste... Et vous disiez pas qu'il fallait avoir un état d'esprit justement plus résistant. Mais c'est ce que je vous dis. Avec en investissant sur les enjeux militaires de demain, on peut parler aussi évidemment du domaine aérien et satellitaire. On l'a vu là sur l'intervention américaine au Venezuela où tous les missiles antiaériens, toute la protection antiaérienne du Venezuela a été réduite à néant. Ils ont eu un brouillard total parce que justement il y a une domination américaine aujourd'hui et on voit ils étaient à la pointe avec apparemment des protections antiaériennes chinoises, russes et on a vu que tout ça n'a absolument pas résisté. C'est un rapport de 1 à 10, on en a parlé hier, il y a environ 500 000 satellites militaires américains, 50 européens. Mais Fabienne Keller, sur l'Europe militaire, ça veut dire que si on veut avoir un poids militaire, une Europe militaire, une Europe de défense, c'est nécessairement plus d'intégration politique. Absolument, parce que se défendre ensemble, porter des décisions qu'impose une défense commune, c'est bien sûr effectivement sur le plan politique arriver à se coordonner. C'est d'ailleurs un curieux retour de l'histoire. Puisqu'on avait trébuché sur la communauté européenne de défense. C'était probablement trop tôt, après la Deuxième Guerre mondiale. On la retrouve aujourd'hui, maintenant qu'on est face à des défis majeurs. L'ennemi russe, l'agresseur russe, que vous ne déterminez pas comme tel. Et bien sûr aussi, on a toujours été très clair. C'est hyper dangereux. Je parle sérieusement. C'est le pays agresseur le plus proche géographiquement. Oui, on est d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, on a dit qu'on fait quoi avec le concurrent extrêmement agressif sur le plan économique qu'est la Chine, qui déstabilise cette fois plutôt nos économies. On le voit sur l'industrie automobile, on le voit sur le sujet des petits paquets. Vous soumettez aux Chinois sur... Je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Bref. Je pense que la démocratie progresse quand on s'écoute. Avec les États-Unis qui sont un partenaire extrêmement imprévisible. Qui devient un adversaire, pas un ennemi, mais un adversaire. Plus du tout aussi fiable qu'historiquement. Donc il faut peut-être arriver à prendre en compte cette nouvelle réalité sans complètement lui tourner le dos, parce que c'est quand même l'autre grande zone démocratique du monde. Donc notre voie, c'est de faire émerger une puissance militaire. Il faut dire que la France, Emmanuel Macron l'apporte depuis 2017 dans les négociations européennes, qu'on a fait des pas de géant sous présidence française, il y a 4 ans maintenant, en se dotant d'un budget qu'on a pu augmenter fortement à cause de la guerre d'agression provoquée par la Russie. Il y a une capacité, il faut en avoir conscience. J'ai fait un service militaire, j'ai un peu de culture militaire. Dans la marine, j'ai vu. Absolument, capitaine de corvette de réserve pour vous servir. Monsieur, l'expression du chef d'état-major, il faut la mettre dans un contexte
de chef d'état-major militaire. Quand il dit il faut être prêt à sacrifier vos enfants, c'est une manière de dire que voilà, il y a un engagement physique, il y a un engagement personnel. Je ne sais pas si vous en connaissez. Moi, je connais des militaires qui, au Mali, par exemple, ont perdu leur vie. C'est quelque chose qui est extrêmement risqué. Oui. C'est quelque chose qui peut nous toucher fortement. Et c'est une implication totale pour défendre son pays. Il y a un sujet qui est d'ailleurs la conscience de cette appartenance à une nation et à une Europe qui doit nous permettre de défendre nos valeurs, en intégrant notamment une capacité de défense militaire. Alors, et là, j'en viens peut-être un mot de plus, si vous me le permettez. Sur la dimension de l'équipement militaire, il y a une tradition historique qui est que les équipements militaires sont nationaux. Les Allemands achètent des armes allemandes, les Français achètent des armes, des Allemands. Non, ils achètent des armes américaines, les Polonais et les Allemands. Français, les Polonais et les pays de l'Est achètent majoritairement américain, mais les Allemands achètent beaucoup de matériel allemand. Passer à l'échelle européenne, c'est un enjeu, et c'est tout l'enjeu du règlement sur les financements européens, les 100 milliards que débloque l'Union européenne, pour épauler les États membres qui vont s'occuper d'investir. Et puis, il y a la capacité à être sur le terrain. Cette capacité existe aujourd'hui. Il y a des états-majors, comme par exemple l'Eurocorps, basé à Strasbourg, qui a la capacité à commander des régiments du monde entier aujourd'hui, donc notamment des régiments européens, canadiens et anglais. On est intervenu, par exemple, en Afghanistan dans ces formats. On est intervenu au Mali avec moins de régiments, une moindre diversité, mais on sait le faire. Donc l'armée européenne, elle est assez facilement mobilisable. Ouais. C'est pour cela que les chefs d'état-major, sur la question de l'accord dit de Paris, la coalition des volontaires pour se préserver contre les Russes, a déjà prévu toute une série de réunions des patrons d'état-major. Donc ça avance. Qui ont des règles, si vous voulez, de fonctionnement commun, qui sont issues de l'OTAN, mais qui sont en capacité d'être présents sur le terrain. Ça avance, Fabienne Keller, ça avance. Et c'est opérationnel. Aurélien Taché, vous disiez que vous n'avez jamais cru à l'OTAN. Non, est-ce qu'il faut une OTAN européenne? J'ai pu espérer à un moment, comme d'autres sans doute, que l'Europe arriverait à avancer suffisamment pour être crédible et efficace dans ces domaines. Mais chaque décision qu'on voit depuis même que les crises ont rééclaté et que finalement cette autonomie stratégique voulue par le président de la République et son camp est remise en avant, vont dans le sens contraire. Je suis désolé. Mais est-ce qu'il le faut? C'est compliqué. Mais attendez, à 27 ou plus. Mais regardez, est-ce qu'il le faut? Regardez, un projet concret, le char du futur avec les Allemands, c'est planté. On n'arrive jamais à se mettre d'accord avec eux sur aucun grand projet d'avenir de la défense. La question de la guerre commerciale que Trump a initiée avant la guerre militaire, les droits de douane. Madame von der Leyen a été quasiment dans notre dos. Le président français dit qu'il était au courant de tout et tout. Oui, d'accord. Aller négocier un accord avec 15% de droits de douane. Pourquoi? Parce que l'industrie allemande ne sacrifiera jamais la vente des automobiles allemandes aux États-Unis d'Amérique pour les beaux yeux des Français. C'est une illusion. Ça m'attriste. Ça m'attriste. Eh bien, effectivement, sur un certain nombre de sujets, je pense qu'il faut. Je ne dis pas qu'il faut abandonner tout type de coopération en Europe. Je dis simplement que c'est illusoire, à mon avis, de s'en remettre uniquement à ça. Il faut effectivement, sur le plan technologique, augmenter notre budget de défense, mais faire les bons choix. Encore une fois, un deuxième porte-avions. Monsieur Macron, il est souvent contradictoire. Il nous dit que la prochaine guerre va commencer dans l'espace, mais il fait un porte-avions. On comprend pas trop. Non, mais il y a beaucoup de choses. Les enjeux maritimes, si je peux me permettre, sont majeurs. Il me semble quand même qu'il y a d'autres priorités. Dans l'océan Indien, pour protéger les flux commerciaux, oui, mais enfin, pour aller chercher les navires fantômes, il faut une grande marine. C'est pas de là, ma chère Fabienne Keller, que vient la principale menace aujourd'hui. Et quand je vous entends dire ensuite que par exemple, les Chinois sont des concurrents très agressifs, franchement, ça m'agace d'entendre ça. J'aimerais voir sur quel point exactement, comment on peut se sortir de tout ça. À terme, c'est la sortie des fossiles. La plupart des guerres que Trump déclenchera, ce sera pour aller chercher du pétrole et du gaz. Il y a aujourd'hui une rivalité terrible. Et pourquoi il a envahi le Venezuela? On va peut-être en parler après. Pour pouvoir rivaliser contre la Chine en ayant effectivement un maximum de pétrole. Les seules solutions à moyen terme de sortie de tout ça, c'est de changer tout ça. Et effectivement, aujourd'hui, qui avance sur la question des véhicules électriques, qui avance sur la question des énergies renouvelables, avec qui on peut travailler là-dessus, avec les Chinois. Eux, si on est en train de... Attendez, je termine. Le sommet UE-Chine avec von der Leyen a été une catastrophe parce qu'effectivement, elle voulait plaire à Trump et donc elle n'a fait aucune avancée vers les Chinois. Et c'est pour ça que le président de la République française, alors que la Chine
aime la France. Le général de Gaulle a été le premier pays à reconnaître effectivement l'existence de la République populaire de Chine, serait prête à venir installer des usines ici et à faire des transferts de technologie comme nous l'avons fait pour eux il y a 30 ou 40 ans sur le nucléaire, sur les automobiles, etc. C'est par de nouvelles types d'alliances, c'est par une sortie des fossiles, c'est par un renforcement de la France sur le plan technologique que nous aurons une stratégie innovante et qui sera en fait adaptée aux atouts qu'ont la France. Et ensuite, je le redis, le plus important, c'est quand même de dire que le monde de la guerre appelle la guerre. Dire, comme fait monsieur, que finalement, pour préparer la paix, il faut préparer la guerre, ça ne marche jamais. Il faut réinvestir notre diplomatie, il faut refaire de ce qui était la grandeur de la France, sa grandeur, avec effectivement la capacité, par exemple, de s'élever clairement quand un président, comme au Venezuela, est kidnappé par les États-Unis d'Amérique avec son épouse. On ne sait même pas pourquoi, d'ailleurs, avec son épouse, qu'est-ce qu'on lui reproche à cette dame. Vous l'avez dit vous-même. Oui, mais à un moment, les principes, ça compte. L'ONU est quasiment absente. Oui, mais vous verrez que l'opinion américaine et que certaines opinions peuvent se retourner si elles sentent qu'un autre élan est possible. Donc d'abord, il y a des choses concrètes à faire, je l'ai dit, sur la manière de renforcer nos propres capacités de défense technologique, sur la manière de changer de braquet en matière de politique étrangère, et puis surtout, continuer à défendre un monde où la paix et la diplomatie sont effectivement les valeurs premières et pas un monde de la guerre. Est-ce que c'est pas non, naïf? je ne crois pas. Mais par contre, il faut s'en donner les moyens et aller chercher des alliés. Il ne faut pas le faire seul. Et encore une fois, la France a cette capacité d'entraînement à condition d'être crédible. Par exemple, quand à Gaza, on dénonce pas, quand dans un certain nombre d'endroits, on dénonce pas, parce qu'on en est sorti nous-mêmes. Quand on a arrêté de... Quand on a arrêté... Non, mais on ne le fera pas, Fabienne Keller. On ne le fera pas. Et le Royaume-Uni, mais sûrement pas la Chine. Mais écoutez, Alexandre Nicolic, je suis désolé, mais c'est un parti pris idéologique que vous avez. Je vais revenir sur l'autre sujet, justement, mais sur la diplomatie et tout. Mais là, ce que vous disiez sur la Chine, c'est hallucinant. Justement, vous disiez, il faut ces énergies renouvelables, il faut la voiture électrique, mais en fait, c'est pour mieux complètement nous désindustrialiser. Parce que, en fait, ce qu'on fait avec les énergies renouvelables aujourd'hui, c'est se soumettre aux photovoltaïques, aux panneaux photovoltaïques chinois, aux pales d'éoliennes qui viennent de Chine et aux voitures électriques chinoises. Donc en fait, on se désindustrialise totalement. Et nous, en attendant, la Twingo électrique, c'est avec les Chinois qu'on l'a fait. Répondez point de vue. Si on continue la politique de dépendance au pétrole, je veux juste finir cette effectivement, phrase. Donald Trump est le roi du monde. Mais vous savez, il y a le nucléaire, par exemple, que l'Europe avait voulu abandonner, que Emmanuel Macron, dont Emmanuel Macron s'opposait il y a quelques années. Non, mais le nucléaire, c'est la voiture électrique. Là, vous vous opposez à la voiture électrique. Mais non, on considère qu'il faut un écosystème pour la voiture électrique. Vous ne répondez pas sur le fossile. Revenons sur le militaire, parce que c'est l'enjeu de cette page-là. Revenons sur le militaire. J'avais une question. Excusez-moi de m'en inquiéter, parce que si l'avenir des emplois français, c'est de laver les draps des touristes chinois, ça m'inquiète. Et pas du tout, en fait. Quand je vous parle de transfert de technologie et de coopération économique, c'est pas de ça que je vous parle, monsieur. On compte dans l'avenir. Revenons sur le débat sur l'Europe. Sur le plan militaire et pétrolier, on va rivaliser avec Trump. Non, mais je veux répondre sur ça. J'avais une question pour vous allez voir. Sur le Rassemblement national parle souvent de l'Europe des nations plutôt que l'Union européenne. L'Europe des nations, c'est donc que chaque pays est indépendant, mais peut avoir évidemment des coopérations. Est-ce que l'Europe des nations, j'allais dire la petite France toute seule, même avec des coopérations, on voit que les coopérations, on n'arrive pas à faire un char, on n'arrive pas à faire l'avion, le SCAF, l'avion du futur. Avec les Allemands, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent bien coopérer? Mais c'est justement, non mais là c'est un très bon exemple. On a du mal à... même quand justement... Est-ce qu'il ne faut pas avancer? Est-ce qu'il ne faut pas plus d'union politique? Vous savez pourquoi ça marche pas? C'est ce que je dis. Est-ce que l'Europe des nations peut marcher? Parce qu'on impose des quotas justement du nombre d'ingénieurs, de financement dans ces accords-là, avec parfois des pays qui n'avaient pas la culture justement de production sur certaines armes. Alors que justement, ça marchait mieux quand on avait une vision française et que d'autres peuvent, et d'ailleurs d'autres pays peuvent être meilleurs dans d'autres domaines. Et ensuite, on s'entend, on coopère avec chacun ses qualités. Et c'est comme ça qu'on est les plus efficaces. Airbus en est l'exemple. Vous savez, c'est une coopération entre quelques pays justement, et ça a montré une réussite. Pour vous, il ne faut pas aller vers plus d'intégration politique pour avoir une plus grande puissance militaire. Je voudrais juste corriger. Il faut juste répondre à la question et puis après... Moi, je ne vous ai pas interrompu. Je voudrais... Alexandre Nicolic, finissez. Et ensuite, on va se je finissais là-dessus justement en disant oui, il faut que l'Europe, l'Union européenne nous serve à être plus forts collectivement, qu'on ait une vision sur l'espace, aussi sur la défense, bien sûr, sur tous ces sujets, en ayant des nations qui gardent justement des défenses nationales, mais qui peuvent évidemment s'entendre et former une unité pour représenter une force collective. Mais je vais juste revenir sur ce que j'ai pu entendre. Non, s'il vous plaît. Quand même, expliquez pourquoi vous votez contre au Parlement européen. J'ai pas. Vous votez contre ce que vous venez
venez de soutenir. Mais pas du tout. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est parce qu'on demandait justement qu'il y ait eu des productions plus européennes, justement avec des quotas. Non, on demandait 80%. On demandait qu'il n'y ait pas d'exception sur la balistique. Oui, c'était 65. On demandait qu'il n'y ait pas d'exception sur la balistique. On veut pas qu'il y ait que des missiles Patriots. On veut. Alors que la France est très forte parce que ça représente à l'industrie française. Qui peut le croire ? Je suis d'accord avec vous là. Je vais répondre justement sur tout ça pour vos amis russes. Mais c'est fou ça. Nous on s'oppose. Les Russes justement, ils auraient beaucoup plus peur de ce que nous on peut préconiser en termes de rapport de force, de puissance militaire et qu'on préconise depuis des années que votre affaiblissement. Vous savez aujourd'hui, ils parlent à Trump encore une les fois. Russes, ils auraient surtout peur d'une Europe politiquement unie et beaucoup plus intégrée militairement et politiquement. Qui vous soutiennent politiquement en France, donc vous leur rendez l'appareil au Parlement européen, c'est tout. Des plans qui nous désindustrialisent et qui pénalisent notre industrie, notre agriculture et qui nous affaiblit collectivement. Mais c'est parce que aujourd'hui, votre Union européenne, elle conduit justement à ça, parce qu'on a abandonné toute idée de puissance. Je vais parler justement d'idée de puissance, s'il vous plaît. Parce que j'entends depuis tout à l'heure, même si on ne représente pas une force, on va faire valoir la démocratie, la diplomatie, et le droit international. Vous l'avez dit, les pays qu'on a cités, et que j'ai cités initialement, ils se fichent justement de ce qu'on peut nous incarner en disant la diplomatie. C'est pas vrai. Parce qu'ils ne nous entendront pas. Tous les BRICS en dehors de Poutine sont d'accord de discuter de ça. C'est une vision qui est totalement dépassée. Et cette vision, on la retrouve sur beaucoup de sujets. On la retrouve par exemple quand on dit qu'on va lutter contre l'islamisme en faisant des soins psychiatriques. On considère que c'est juste une folie, on n'attaque pas le sujet sur le fond. Et justement par une réponse de force pour s'opposer à cette idéologie. On s'oppose à l'insécurité. Depuis des années, j'entends c'est des problèmes sociaux, c'est des problèmes de prévention. Alors que nous, on dit non. Il faut justement qu'il y ait une crainte des sanctions judiciaires ou autres. On ne peut plus être systématique dans un déroulé idéologique pur et dur, sans aucune réalité tangible, sociale ou scientifique. On est très clair sur la Russie, ça suffit en fait. Mais la Russie, mais on est très clair sur la Russie. La Russie est un adversaire et nous, on voit les autres empires comme des adversaires. C'est un adversaire ou un ennemi ? Mais aujourd'hui, c'est un ennemi qui attaque l'Union européenne. Alors pourquoi ne votez-vous aucun budget comme l'Azerbaïdjan qui s'en prend pour soutenir l'Ukraine, à nos territoires aujourd'hui d'outre-mer, comme la Russie s'en prend à nous aujourd'hui en Afrique. Pourquoi ne votez-vous pas les sanctions contre la Russie? Mais parce que vous incluez systématiquement d'autres choses dedans. Non, si quand il n'y a que justement des sanctions par rapport à la Russie, on est très clair. Quand il s'agit de représenter une force et de condamner l'invasion russe, on est très clair. Mais s'il s'agit de mettre le poulet ukrainien qui va concurrencer le poulet français et que vous allez faire crever nos éleveurs, eh bien on sera toujours du côté des éleveurs français. Aurélien Taché et Fabienne Keller, on revient notamment sur cette question de l'Europe de la défense ou alors de pas tout miser sur le militaire. Oui, moi je suis absolument convaincu que nous avons encore une fois d'autres atouts. Pensez encore une fois que nous allons faire mieux que l'armée américaine sur le strict plan militaire est une illusion. Mais effectivement... Est-ce qu'il y a des moyens de rétorsion face à ce que font les Américains qui sont non militaires ? Il y en a évidemment sur le plan économique, sur le plan... Est-ce qu'on doit être plus fort et un peu, j'allais dire, s'affirmer et dire, droit de douane, on répond droit de douane, on sanctionne les entreprises américaines. La meilleure réponse pour faire ça, moi je veux bien, mais en fait, si vous voulez, si on passe juste du libre-échange à la guerre commerciale pure et dure avec les droits de douane qui finalement sont là encore une fois l'expression d'une puissance politique et de la volonté de domination d'un sur l'autre, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure réponse. Je pense que la meilleure réponse pour la France, c'est de trouver des coopérations qui la rendent plus forte. C'est de trouver des choses qui font que finalement, M. Trump, encore une fois, je le redis, tant que nous resterons dans un monde où on considérera que tout doit se régler soit par toujours plus de fabrication d'armements, soit par toujours plus de consommation d'énergie fossile, gaz, pétrole ou autre, c'est M. Trump qui sera toujours le plus fort. Et s'il veut aller au Groenland, dans d'autres pays juste à côté de l'Amérique du Nord ou dans tas d'autres régions de ce type-là, c'est effectivement pour mettre la main sur la plupart des réserves de pétrole. Donc il n'y a pas finalement de solution de court terme et de solution et d'issue heureuse en continuant dans cette voie-là. Il faut rompre avec cette voie-là. La France a la capacité. Regardez, ce matin, en commission des affaires étrangères, on a par exemple voté un projet de loi qui mettait en place une coopération, alors c'était des pays Angleterre, Afrique du Sud, Australie, pour mettre 2 milliards d'euros dans finalement ce qui va être le plus grand télescope du monde pour pouvoir avoir dans le domaine spatial, dans le domaine scientifique, des coopérations qui permettent à la planète d'avancer.
montrons que la France est dans cette direction. Montrons que la France est encore ce pays qui peut faire rêver, qui peut concrètement mettre en place ce type de projet pour l'humanité et investir dans ce type de coopération, plutôt que de simplement dire nous aussi, on va être comme les autres, on va faire la course au pétrole, la course à l'armement, etc. C'est ça qu'il faut impulser. Je reviens parce que dans les dernières... Sans être naïf, mais je vous assure que la paix est un mode d'organisation sociale et que la plupart des peuples peuvent y souscrire parce qu'ils n'ont pas envie du conflit et de la guerre. Fabien, vous allez réagir juste dans les dernières minutes qui nous restent. On avait quand même vraiment envie d'aborder un dernier domaine quand même sur la défense et la puissance, qui est le nucléaire. Alors, je voudrais quand même répondre très brièvement. Vraiment en un mot. Dans le monde polarisé dans lequel on est, il faut être fort en termes de défense. Il faut que l'Europe soit en capacité de se défendre en travaillant avec ses alliés, Royaume-Uni, Canada, tout particulièrement. Cela ne veut pas dire qu'on n'investit pas dans des technologies, dans la recherche. D'ailleurs, la tradition, c'est que le domaine militaire est en pointe et facilite la recherche et l'initie, est plutôt en avant dans de nombreux domaines. Quant au projet militaire... Pourquoi le budget de la recherche dans le PIB est à 2,2% quand il va les coopérations ne prospéreraient pas. Il y en a beaucoup qui prospèrent, il y en a d'autres qui sont plus difficiles. C'est comme ça dans le vrai monde industriel. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui une majorité au Parlement et en Europe pour avancer sur cette Europe de la défense. Et j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, il y a une dimension opérationnelle qui existe. Un des enjeux, c'est politiquement de faire exister cette Europe de la défense, parce qu'il faut que les peuples soient d'accord et qu'ils aient conscience d'une participation nécessaire. Moi, ça permettrait d'être clair. C'est toute l'idée de l'esprit de nation, qui peut être par un financement, qui peut être par un service militaire ou un service adapté, ou une information, une sensibilisation, mais cette mobilisation, parce qu'il nous faut, dans ce monde agressif, être en capacité de se défendre pour, on l'espère, ne pas être obligé d'utiliser les armes, mais les agresseurs sont à nos portes. La Russie que vous soutenez notamment. Mais il y a un dernier point où je voulais vous entendre tous les trois. Il y a un dernier point sur la défense qui est... Alexandre, vous allez pouvoir répondre. Il y a un dernier point sur la défense qui est le nucléaire, qui est l'arme nucléaire. Emmanuel Macron... vous êtes ridicule. Emmanuel Macron... Aucun argument, donc vous inventez des choses. Écoutez ma question. L'Ukraine 3 jours après que Macron y est allé. La Russie s'est moquée d'Emmanuel Macron parce que l'Union européenne qui est faible et la France qui est affaiblie sous Emmanuel Macron ne représente aucune force et la Russie ne nous respecte pas, Trump ne nous respecte pas, la Chine ne nous respecte pas. Et nous, on va incarner une puissance que vous avez abandonnée. Pour que l'Europe soit forte, on l'a vu hier, l'Europe, Union européenne plus les Britanniques, c'est 500 têtes nucléaires. La France est le seul pays dans l'Union européenne à avoir environ 300 têtes nucléaires. Emmanuel Macron, dans quelques semaines, en tout cas il a dit début 2026, Emmanuel Macron, le président, va faire un discours pour donner la doctrine nucléaire française dans l'idée pas d'un partage avec nos voisins européens, il n'y aura pas de partage de souveraineté, la France restera souveraine, mais de considérer que nos voisins européens font partie du domaine existentiel de notre nation. Et donc de trouver une nouvelle architecture nucléaire où la France nucléaire protégerait le reste de l'Union européenne. Sur cette question-là, vous aurez vraiment 1 minute chacun. Est-ce que ça va dans le bon sens ou pas ? Oui, ça va dans un sens d'une défense européenne, puisqu'on met à disposition, ce seraient des cibles hors France, en Europe, qui seraient considérées en commun comme stratégiques, qui seraient protégées par l'arme nucléaire. Il y aurait des armes nucléaires françaises en Allemagne, en Italie, en Pologne, par exemple. Nos avions avec les missiles nucléaires, nos sous-marins de l'île Longue, qui protégeraient par leurs missiles ces cibles élargies, mais la décision resterait une décision Donc pour française. vous, c'est une bonne chose de faire ça. Nous allons dans le sens, en fait, d'une mise à disposition d'un outil que nous avons, grâce à De Gaulle, qui a été maintenu, qui nous met à la pointe en termes technologiques et qui peut permettre d'aller plus loin en termes de territoire protégé en Europe. Aurélien Taché, 1 minute. Merci de cette question, parce qu'effectivement, c'est le sujet qu'on n'avait pas abordé et qui est très important. La France reste quand même une puissance nucléaire. Donc moi, je le redis, la priorité de la France est stratégique. La priorité de la France doit être effectivement de s'adapter sur un certain nombre de sujets technologiques en matière de défense, mais elle doit surtout être de plaider pour la diplomatie, pour le droit international. Pourquoi ? Parce qu'elle en a les moyens en tant que puissance nucléaire. Elle peut se défendre en cas d'agression directe. C'est aujourd'hui ça qui permettra certainement le plus d'être convaincant face aux différentes menaces qu'on a évoquées. En revanche, ouvrir ce sujet
de la souveraineté absolue qu'on peut avoir sur la puissance nucléaire, de le partager avec d'autres États européens, ça ne me semble pas une bonne idée. Qui peut penser une seule seconde que la France laisserait tomber les voisins immédiats si véritablement ils étaient attaqués? Donc nous aurons toujours la possibilité, effectivement, nous Français, de défendre nos voisins et de dire que nous avons la dissuasion nucléaire si certaines armées arrivent dans des territoires de pays très, très proches de nous. Mais en revanche, ouvrir le sujet de la gouvernance nucléaire, alors que justement, vous l'avez dit Fabienne Keller, le général de Gaulle a eu la prescience de nous doter de cette arme-là. Non, gardons-la. C'est un trésor français, c'est une arme politique majeure et nous devons absolument conserver 100% de décision là-dessus. Alexandre Nicolic, le mot de la fin sur cette question. Évidemment que la dissuasion nucléaire avec une gouvernance française, c'est essentiel. C'est ce qui nous permet justement de compter dans ce jeu international. Évidemment qu'il faut protéger nos alliés, mais il ne faut pas qu'on délègue justement notre souveraineté sur ces... Pas délégué, mais est-ce qu'il faut des armes nucléaires françaises en Pologne, en Allemagne, en Italie? Il faut qu'on soit en capacité de protéger et que nos ennemis, nos adversaires, dont font partie la Russie, dont font partie ces grandes puissances qui nous sont opposées aujourd'hui, eh bien, se disent systématiquement que si on s'en prend aujourd'hui à nos alliés très proches, au sein de l'Union européenne notamment, la France pourra répondre. D'accord, mais donc est-ce qu'il faut des armes nucléaires françaises à l'étranger, en Pologne, en Allemagne, en Autriche? Il faut que les armes nucléaires... Donc elles restent en France et puis on compte sur la solidarité. Ensuite, évidemment, de défendre l'Union européenne. Et je le dis depuis tout à l'heure, mais pour ça et pour qu'on se fasse respecter, il faut qu'on incarne cette puissance et que tous ces grands empires aujourd'hui belliqueux puissent se dire oui, si on attaque la France et ses alliés, on pourra être menacé et c'est le meilleur moyen justement d'avoir la paix. Eh bien, merci à tous les trois pour ce débat, vous voyez, très riche et très tonique, mais voilà, ça montre l'ampleur des enjeux de ces années à venir. 22h.